Bonjour à tous. Je vais tout d'abord rappeler à mon auditoire que cette vidéo, peut-être plus que les précédentes, est assez riche en documentation que vous pourrez examiner en détail en faisant des arrêts sur image. Et pour cela, il est préférable que vous puissiez la visionner en haute définition. C'est pourquoi ceux d'entre vous qui ne sont pas encore équipés en fibre optique devraient sérieusement considérer de se la faire installer pour bénéficier de tous les détails contenus dans les vidéos que je présente ici. En aucun cas, il ne faut me croire sur parole et vous pourrez toujours vérifier les informations que je présente à partir de la documentation qui est incluse dans mes vidéos. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par donner quelques nouvelles de l'actualité récente. Le 21 juillet dernier a été commémoré le 140e anniversaire de la création de l'Alliance française, à l'occasion duquel le président français Macron a fait un discours livrant une vision extrêmement positive de l'évolution du français dans le monde par le biais du réseau des alliances françaises. Écoutons-le. Alors nous sommes réunis en cet instant pour célébrer un anniversaire, le 140e de l'Alliance française. Et les apprenants de français de l'Alliance de Paris qui sont aujourd'hui avec nous et que je salue sont en effet les héritiers de cette tradition née en 1883 avec l'ouverture de la première Alliance française boulevard Raspail, qui est un site qu'on ne quitte pas et qui est cher à tous. Après 140 ans, c'est un projet qui vit encore, portant l'héritage original et ambitieux de ses pères fondateurs, que ce soit le géographe Pierre Fonsin, le diplomate Paul Cambon, Jules Verne ou Louis Pasteur. Ce projet, en effet, demeure pleinement d'actualité, vit et dynamique, permettant à la langue et à la culture française d'amplifier leur rayonnement sur tous les continents. Alors vous savez, mon engagement sur ce sujet, je parle sous le contrôle d'un de nos immortels qui était là sous la coupole de l'Académie où j'avais présenté le plan pour la langue française et le plurilinguisme en 2018, nous avons déployé une stratégie ambitieuse pour la langue française. Et depuis lors, malgré les difficultés liées à la pandémie, parfois malgré les conflits et les tensions géopolitiques, 35 nouvelles alliances françaises ont vu le jour dans le monde. Du Cambodge, en Tunisie, en passant par l'Ukraine, en Inde, en Ouzbékistan, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, et j'en passe, je pourrais égrener tous ces avant-postes de la francophonie où vous portez avec engagement, avec passion, le drapeau de la langue française. Macron annonce dans son discours la création de 35 nouvelles implantations de l'Alliance française sur un ensemble existant de 829 implantations sur 5 continents, dont 300 sur les Amériques, avec 12 000 apprenants de français sur cette zone uniquement. C'est, paraît-il, le plus grand réseau culturel au monde. Cocorico. Malheureusement, nous avons affaire ici à un président de la République qui fait un discours dithyrambique à propos de la diffusion mondiale du français et de la culture française, mais qui, le lendemain, aura complètement oublié ses propos et engagera son action dans des directions diamétralement opposées. En fait, tout se passe comme si Macron était un acteur de théâtre qui jouait sa scène suivant un script toujours différent du précédent. Cela s'applique à la langue française, mais aussi à bien d'autres domaines, et qui font que ces déclarations n'engagent que ceux qui l'écoutent. Permettez-moi de reprendre ici un communiqué de presse tout récent de l'AFRAV, l'association Francophonie Avenir. Emmanuel Macron serait-il un agent liquidateur de la France, de la langue française et de la francophonie travaillant non pas pour notre pays, mais pour l'oligarchie euromondialiste ? Quoi qu'il en soit, à l'association Francophonie Avenir, nous savons qu'il ne travaille pas pour la langue française et la francophonie mondiale. En cela, son « Choose France » pour accueillir les investisseurs étrangers en France à Versailles, en témoigne. Choose France est une marque déposée par l'État français auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, une marque que notre association a attaquée en justice au titre de l'article 14 de la loi Toubon et que l'État a défendu, et continue de défendre bec et ongle devant les juges. Mais que l'on ne s'y trompe pas, derrière la marque « Choose France », comme derrière d'autres marques à connotation anglaise de l'État français, la French Tech, Next 40, Health Data Hub, French Impact, etc.,
se cache une politique de destruction de notre langue. Macron a dit qu'il n'y avait pas de culture française, va-t-il nous dire bientôt qu'il n'y a pas de langue française, pas de francophonie? L'écroulement de l'enseignement du français dans le système scolaire français, parallèlement à ce désastre, la mise en place de l'apprentissage obligatoire de l'anglais dès l'école primaire, d'une politique de bilinguisation français-anglais de notre paysage linguistique pour rendre le français inutile à tout étranger non francophone visitant notre pays et pour persuader les Français, eux-mêmes, que leur langue est un handicap puisqu'elle ne peut plus se suffire par elle-même. 7. Préférence à défendre les intérêts de l'Union européenne pro-atlantiste et pro-autant que ceux de la France et des Français, cet alignement servile sur tout ce qui se dit et se fait à Washington doublé d'une politique d'arrogance et de donneur de leçons à l'international, et notamment en Afrique francophone, voilà les ingrédients distillés et entretenus par la Macronie pour transformer la France rayonnante en astre mort. Les événements récents en Afrique, au Mali et au Niger, où la France est désormais conspuée et haïe, montrent clairement que la politique africaine de Macron est un désastre, une véritable bérésina. La question que l'on pourrait se poser, tout de même, serait de savoir si cette politique est une politique délibérée pour tuer la francophonie africaine, pour la liquider comme il a liquidé Alstom et bien d'autres fleurons de l'industrie française au profit de l'oligarchie américano-euromondialiste. Si nous étions en démocratie, si les parlementaires français faisaient leur travail, si nos politiciens pensaient plus à la France qu'au renouvellement de leur mandat, ils demanderaient des comptes au président Macron, le priant de s'expliquer sur sa politique anti-française et anti-francophone, le menaçant même de le destituer en brandissant l'article 68 de la Constitution. Mais voilà, les grands ténors qui font la politique française semblent bien timides sur le sujet, à se demander s'ils ne sont pas tous complices de la politique de Macron d'autodestruction de notre pays. Édifiant, n'est-ce pas? La deuxième nouvelle que je voudrais mentionner est la très mauvaise santé des 250 librairies françaises qui existent de par le monde dans les pays non francophones. On fermé récemment la librairie Omeisha à Tokyo, fondée en 1947, la librairie Antoine à Beyrouth, la librairie intitulée L'Arbre du Voyageur à Shanghai, la librairie française à San José, la librairie Vice Versa à Jérusalem. Les raisons de ces fermetures se retrouvent partout dans le monde. 1. Chute du nombre d'étudiants en français. 2. Baisse d'attractivité de la France. 3. Concurrence des achats en ligne. 4. Cherté des livres due à la cherté de l'euro. 5. Chute des budgets publics attribués aux alliances françaises à travers le monde. Mais aussi parce que la classe dirigeante française, politique, les affaires, les médias, les enseignants, le cinéma, clame sa détestation de la France et de tout ce qui s'y rapporte depuis un demi-siècle. Toute marque de fierté nationale, toute volonté de défendre les intérêts, la langue et la culture française sont au mieux ridiculisées, au pire criminalisées. Depuis Sarkozy, tous nos chefs d'État s'abordent, inconsciemment ou sciemment, tous nos intérêts les plus vitaux et vendent à l'encan notre patrimoine public. L'enseignement n'apprend plus ni l'histoire du pays, ni l'usage correct du français, ni la connaissance des grands classiques de la littérature ou de la chanson française. Quel est le résultat d'une telle haine à l'encontre de ce que sont les Français ? Les étrangers se détournent avec tristesse, lassitude ou dégoût de ce pays qui s'auto-déteste, dirigé par un blanc-bec incompétent et vaniteux, et dont les productions intellectuelles, de plus en plus mauvaises et promues par pur copinage, ne sont généralement qu'une copie médiocre des productions américaines, elles-mêmes de niveau décroissant. Comment en vouloir à tous ces peuples qui se détournent de nous ? Comme disait Charles de Gaulle, « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même » La troisième nouvelle est énoncée sur l'image que voici. À Hong Kong, l'anglais n'est plus la première langue des affaires. Dans 90% des cas, quiconque cherchant du travail se verra éconduit s'il ne connaît pas le mandarin ou le cantonais. Même le secteur bancaire et les firmes de courtage ont désormais les mêmes exigences. Les as de l'analyse financière et les gestionnaires de fonds communs de placement qui envisagent l'expatriation vers cette enclave chinoise
à la fiscalité très modérée, devront en prendre conscience rapidement, sous peine de graves déconvenues. La quatrième nouvelle concerne les politiques russophobes en Lettonie. Comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, il existe dans les pays baltes des minorités russophones importantes. Mais la présence de ces Russes ethniques est relativement récente, puisqu'elle a commencé en 1945, quand les républiques baltes furent incorporées de force à l'URSS par Staline. Cela, bien sûr, n'a rien à voir avec la situation au Donbass, où les Russes ethniques résident depuis plusieurs siècles. En Lettonie, après 1991, et avec le temps, ces minorités russes reçurent quelquefois des passeports lettons, mais il a été décidé récemment que tous les représentants de la minorité russophone devraient passer un examen prouvant leur connaissance de la langue lettonne afin de pouvoir rester en Lettonie, ce qui est loin d'être le cas pour tous. Ceux ne connaissant pas le letton seraient expulsés du pays, qu'ils soient déjà détenteurs d'un passeport ou non. Ce type d'action entrepris par le gouvernement letton n'a rien de très exceptionnel. On se souvient que dans la période 1956-1957, des milliers de gens d'origine non égyptienne furent expulsés d'Égypte par Nasser. Ce groupe comprenait les Juifs, les gens d'origine italienne, française, anglaise, ainsi que des Grecs et des Arméniens qui ont, par la suite, émigré un peu partout. Certains avaient pourtant la nationalité égyptienne et une proportion d'entre eux parlaient l'arabe, mais il s'agissait là d'un nettoyage ethnique visant à débarrasser la société égyptienne de tous les éléments d'origine extérieure. Quant à la Lettonie, elle exige seulement la connaissance du letton comme condition sine qua non d'accès au statut de résident permanent ou à la citoyenneté pour les russophones. Malheureusement, bien qu'étant résidant en Lettonie depuis 1945, beaucoup de russophones n'ont jamais fait aucun effort pour apprendre la langue du pays puisque le russe était l'une des langues officielles jusqu'en 1991. Alors que l'expulsion des éléments étrangers d'Égypte en 1956 avait suscité un tollé dans tous les pays occidentaux et que, en combinaison avec l'affaire de Suez, elle avait déclenché l'intervention militaire conjointe de la France, d'Israël et de la Grande-Bretagne, l'expulsion des Russes ethniques de Lettonie ne suscite aucun remous, ni en Europe, ni en Amérique du Nord, et le silence des médias atlantistes à ce propos est assourdissant. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour établir un parallèle entre la situation des Russes ethniques en Lettonie et celle des Canadiens anglais au Québec, qui ne se sont jamais souciés d'apprendre la langue des francophones ultra-majoritaires dans la province qu'ils habitent. Appliquer la situation lettonne au Québec reviendrait à expulser de cette province, et plus particulièrement de la ville de Montréal où ils sont concentrés, des milliers de Canadiens anglais qui, comme les Russes de Lettonie, se croient toujours en pays conquis. On imagine alors facilement la réaction des médias nord-américains et européens devant une telle éventualité. Le scandale serait énorme et une intervention militaire serait immédiatement organisée. Je reprends maintenant la suite de la vidéo numéro 25. En ce qui concerne l'espéranto, je voudrais signaler que Eric Blair, mieux connu sous son nom de plume de George Orwell, l'auteur du roman 1984, eut des contacts avec l'amant de sa tante Nelly Limousin, un certain Eugène Adam, qui était un espérantiste inconditionnel. Alors qu'Orwell avait déménagé à Paris en 1928 dans le but d'améliorer sa connaissance du français, Eugène Adam, qui habitait également chez sa tante, refusait de parler français et n'utilisait que l'espéranto. Plus tard, durant la guerre civile en Espagne, quand Orwell se porta volontaire pour combattre les forces du général Franco, l'espéranto fut largement utilisé pour informer les brigades internationales venues de 53 pays différents à propos des opérations de guerre. Beaucoup plus tard, entre 1942 et 1944, la BBC chargea Orwell de diffuser ses commentaires sur la guerre qu'il faisait en Basic English. On comprend donc ici pourquoi Orwell eut l'idée du Newspeak ou novlangue directement inspiré du Basic English,
qui est conçu en 1984 pour assurer l'emprise d'un gouvernement totalitaire sur les citoyens. Bien sûr, la novlangue est aux antipodes du rôle libérateur que le créateur de l'espéranto avait envisagé pour cette langue. Enfin, avant de conclure sur l'espéranto, il faut quand même mettre au crédit de cette langue que 1. En novembre 2014, la Pologne met l'espéranto dans sa liste des trésors immatériels. 2. En novembre 2015, l'UNESCO décide d'honorer Zamenhof en 2017 parmi 50 autres personnes à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort. 3. En 2017, l'UNESCO transmet à Ora Ponto, organisation chinoise, les droits de publier le courrier de l'UNESCO en espéranto. 4. En février 2019, la Croatie met l'espéranto dans sa liste des trésors immatériels. 5. En mars 2020, la déclaration du porte-parole du Conseil des droits de l'homme, traduite en espéranto, apparaît sur le site de cette instance, à côté des versions en français, en anglais, en chinois et en espagnol. Enfin, il faut aussi mentionner que l'Association universelle d'espéranto, UEA, est une ONG accréditée auprès de l'ONU et de l'UNESCO et qu'elle compte 71 associations nationales. On trouve des locuteurs d'espéranto dans plus de 130 pays et Wikipédia en espéranto compte plus de 330 000 articles. En 1995, une commission ministérielle italienne sur la langue internationale, dite espéranto, affirma « Il est clair que l'espéranto est la seule langue universelle vivante ». En 2004, l'Institut de sciences du langage de la MTA, c'est-à-dire l'Académie hongroise des sciences, affirme « Selon une description et une catégorisation tenant compte de son état actuel et de son histoire, l'espéranto est une langue vivante, non ethnique, elle est hautement standardisée, elle présente un fort enracinement social et qui, dans une communauté de locuteurs l'utilisant comme langue seconde, remplit toutes les fonctions d'une langue. Et en même temps, l'espéranto fonctionne aussi comme langue véhiculaire. Il faut aussi mentionner que depuis fort longtemps, le Japon affiche sur les billets de 5000 yens le portrait de Nitobe, le porteur du projet de faire de l'espéranto la langue auxiliaire internationale de la Société des Nations. Les critiques de l'espéranto sont donc l'apanage de ceux qui en ignorent ces mécanismes et qui n'ont pas eu la curiosité intellectuelle de s'informer. On peut être très surpris que des prétendues autorités françaises en matière de langue, telles que Barbara Cassin, élue à l'Académie française en 2018, et qui est censée être, en outre, philologue, helléniste, philosophe et directrice de recherche au Centre national français de la recherche scientifique, qu'elle puisse proférer d'incroyables sottises à propos de cette langue et qui, là encore, décrédibilise sa propre personne et les institutions pour lesquelles elle travaille. Quand on ne sait pas, on s'informe avant de parler ou on se tait. D'autant plus qu'un de ses illustres prédécesseurs à l'Académie, Maurice Genevoix, devenu par la suite secrétaire perpétuel de l'Académie en 1958, avait déclaré être très favorable à l'espéranto. Comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, récemment, des approches pédagogiques ont été mises au point pour établir, par exemple, une intercompréhension entre 4 grandes langues latines, à savoir le portugais, l'espagnol, l'italien et le français, ce dernier étant la plus germanique des langues latines. Des expériences ont été tentées qui mettaient en jeu des groupes de locuteurs natifs de ces 4 langues et qui atteignaient rapidement un niveau adéquat de compréhension de tous leurs partenaires, chacun s'exprimant dans sa propre langue, à l'oral comme à l'écrit. Non seulement le temps nécessaire pour ce type de formation est faible par rapport à celui requis pour l'acquisition complète d'une seule langue, mais cet apprentissage déclenche chez les apprenants un intéressant retour vers la langue maternelle en prenant pour la première fois conscience de certaines de ses caractéristiques grammaticales et lexicales. Ils se sont spontanément intéressés à comparer les propriétés de certaines tournures dans chacune de ces langues, les estimant quelquefois plus belles en italien, en espagnol ou en français.
Ils ont réfléchi à la structure de leur propre langue, en la comparant à celle des autres. Leurs exercices ont éveillé chez eux un intérêt pour l'étude des langues en les présentant sous une forme inhabituelle et ludique. Un intérêt bien supérieur à celui émanant des élèves en langue suivant les programmes d'études traditionnels. Lorsqu'un touriste japonais s'exprime en anglais avec un touriste allemand qu'il rencontre en Égypte, personne n'est surpris. Mais lorsqu'un touriste italien fait la même chose à Nice, dans le sud-est de la France, avec un Niçois, on sent confusément qu'il y a là une incongruité et que le touriste pourrait se faire comprendre mieux en parlant sa propre langue avec le Niçois qui peine autant que lui pour comprendre un mauvais anglais et plus encore pour formuler une réponse dans la même langue. Dans ce cas, l'usage de l'anglais introduit une interface supplémentaire complètement inutile dans la conversation. La viabilité de l'intercompréhension que l'on peut facilement développer entre langues de la même famille s'appuie sur 1. La possibilité qui est offerte à chacun de s'exprimer dans sa langue maternelle et de faire usage de toutes les finesses d'expression qu'il maîtrise. 2. La possibilité de comprendre le message de chacun exprimé au mieux des possibilités du locuteur natif. 3. L'économie réalisée sur le temps d'apprentissage. 4. L'économie considérable effectuée dans la mise en place d'un système de communication plurilingue basé sur l'intercompréhension dans le cadre européen. Comment le dernier type d'économie peut-il être réalisé ? Prenons par exemple le cas des réunions plénières organisées par la Commission européenne. Contrairement à son fonctionnement interne, chacun des participants peut s'y exprimer dans sa propre langue. Par conséquent, il doit y avoir traduction simultanée vers toutes les autres langues officielles de l'UE. Si l'on fonctionne avec 23 langues, nous atteignons 253 paires de langues, soit 506 directions d'interprétation simultanée. Et la même charge pour les traductions ultérieures de documents écrits, bien évidemment. Dans la pratique, cependant, l'interprétation directe n'est pas toujours assurée et l'on a souvent recours à une langue pivot, l'anglais la plupart du temps, pour traduire du maltais vers le lituanien ou du polonais vers le grec. Or, cela n'est nullement souhaitable puisque l'interface d'une langue tierce entre la langue d'origine et la langue cible entraîne automatiquement davantage de distorsion dans l'information qui est finalement communiquée. Dans la pratique, la double interprétation est évitée quand il s'agit de couples de grandes langues européennes, italien-français par exemple, allemand-espagnol, anglais-italien, etc. Mais on ne peut y échapper dans le cas des langues qui ne sont parlées que par quelques millions de locuteurs, voire quelques centaines de milliers, comme le maltais, le lituanien ou même le finnois. Pour démontrer l'économie réalisable, prenons l'exemple d'un ensemble à 12 langues comprenant les familles et leurs composants suivants. Pour les langues romanes, groupe 1, espagnol, français, italien, portugais. Langue germanique, groupe 1, allemand, anglais, néerlandais. Langue germanique, groupe 2, danois, suédois. Langue finno-ougrienne, groupe 1, estonien, finnois. Groupe grec, grec. En admettant que quiconque ayant pour langue maternelle l'une des langues d'un de ces groupes aurait suivi une formation suffisante pour avoir une compréhension passive mais complète de toutes les autres langues de la même famille, nous arriverions à 9 couples de langues à interpréter, soit 18 directions d'interprétation et de traduction au lieu de 110. L'économie est énorme. En effet, un document rédigé en espagnol, par exemple, n'aurait plus besoin d'être traduit en français, italien et portugais, mais seulement en grec, en finnois ou estonien, en danois ou suédois, et en allemand ou anglais ou néerlandais, puisqu'à l'intérieur de ces familles, les textes seraient mutuellement intelligibles et les discours mutuellement compréhensibles. On pressent donc qu'une organisation européenne qui utiliserait systématiquement l'intercompréhension entre langues voisines pourrait effectuer des économies remarquables tout en laissant ses employés dans la possibilité de s'exprimer
au meilleur de leur capacité. Pour une fraction du coût associé au type d'apprentissage des langues étrangères actuellement pratiqué, on aboutirait à un système totalement équitable et là encore à des coûts globaux bien plus faibles qu'aujourd'hui. J'en viens maintenant à la traduction automatique. Il existe un certain nombre de traducteurs plus ou moins bons, mais la traduction automatique s'est considérablement affinée ces dernières années. Désormais, la plupart des traducteurs se sortent assez bien des métaphores et des métonymies. Le but de cette traduction automatique par ordinateur n'est pas d'avoir une traduction parfaite, mais d'avoir une bonne idée du contenu d'un article scientifique, d'une brochure, d'un prospectus, rédigé dans une langue qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal. Il semblerait que le traducteur allemand DeepL soit l'un des meilleurs. Il travaille pour le moment avec 29 langues et, comme d'autres, il accepte les images et conserve leur format après la traduction. Je vais donner ici quelques exemples. Un ami m'a ramené du Japon un collyre pour les yeux, mais n'a pas pris la peine de m'expliquer le rôle de ce médicament, ni son mode d'action, ni sa posologie. L'information n'est disponible qu'en japonais. Voici l'original de la notice et sa traduction. Autre exemple, on a affaire ici à un médicament vietnamien qui n'est distribué qu'au Vietnam et qui semble être à base de plantes. Voici l'original de la notice et, encore une fois, sa traduction en français qui nous apprend qu'il s'agit d'un médicament qui combat et supprime les calculs rénaux. Voici encore une pochette d'un condiment japonais qui est particulièrement adapté à la préparation du poisson. Une simple photo de la pochette suffit pour faire traduire l'image. La traduction est bien sûr loin d'être parfaite, mais on sait à quoi on a affaire. Ces outils peuvent être utilisés en combinaison avec l'interprétation vocale et la synthèse vocale. C'est par exemple ce que fait le navigateur russe Yandex, qui utilise, dans le cas d'une présentation orale sur vidéo, l'interprétation vocale sous forme de sous-titres pour générer ensuite une traduction sous la forme intermédiaire d'un fichier texte dont la lecture est faite par un synthétiseur vocal. Voici un exemple qui est déjà connu de mes auditeurs. Элементов в поддержку французского языка. В мае 2018 года она никоим образом не поддержала кандидатуру Арно Аарона Упински на место Филиппа Боссена до тех пор, пока смерть Филиппа Боссена не привела к тому, что его кандидатура была отклонена. Последний оставил вакансию. Тогда Купински был предпочтительным кандидатом. Здесь мы можем увидеть письмо. Toutes les composantes logicielles qui permettent ce type de doublage, si elles sont connues et disponibles séparément, ont ici le mérite d'être combinées dans le navigateur Yandex pour permettre aux citoyens russes lambda de visionner n'importe quelle vidéo de n'importe quelle partie du globe et d'en comprendre le sens. Ainsi, les Russes ont donné gratuitement à leurs compatriotes la possibilité de comprendre en grande partie le monde extérieur, même s'ils ne connaissent aucune langue étrangère. La Russie a bien sûr une partie de son élite qui connaît une ou plusieurs langues étrangères, mais le citoyen russe lambda fonctionne généralement au centre de sa langue et n'éprouve guère le besoin d'en apprendre d'autres dans un pays qui est traversé par 11 fuseaux horaires. En cela, il n'est guère différent de sa contrepartie brésilienne, chinoise ou états-unienne. Plus un pays est grand, moins l'interface qu'il a avec l'extérieur est importante relativement à sa population. Un touriste ne peut guère espérer de trouver dans les rues de Fortaleza ou de Recife un locuteur d'anglais, pas plus qu'il n'a la chance de le trouver à Perm, à Kazan ou à Omiakon. Quant aux citoyens lambda du Texas ou d'Oklahoma qui a du mal à situer sur une map monde le Pérou ou le Pakistan, on ne peut guère s'attendre à ce qu'ils connaissent une quelconque langue étrangère. Il me reste à mentionner les traducteurs qui fonctionnent à partir d'un simple téléphone portatif. Au Brésil, par exemple, dans les grandes villes comme Rio, les chauffeurs de taxi ont tous un logiciel de traduction installé sur leur téléphone qui leur permet de communiquer dans les deux sens avec leur clientèle dans leurs langues respectives. J'en fais ici une petite démonstration. On va commencer par des phrases en portugais. Voilà, je vais changer la langue, portugais du Brésil. Premier exemple. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous emmener au pain de sucre? Você pode, por favor, nos levar para o pão de açúcar? Deuxième exemple.
Combien coûte le funiculaire pour monter au Corcovado? Quanto custa o funicular para subir até o Corcovado? Passons maintenant à l'allemand. Je désire prendre mon petit déjeuner dans la chambre. Ich möchte auf dem Zimmer frühstücken. Passons maintenant au japonais. Premier exemple. À quelle distance d'ici se trouve le temple de Kamakura? ここから鎌倉寺までの距離はどれくらいですか? Maintenant, j'inverse. Kamakura est à 40 km d'ici. Eh oui, nous sommes en 2023 et il faudrait prendre conscience que le monde a changé et nous sommes à l'aube d'une époque où les milliers d'heures investies en pure perte dans l'apprentissage des langues étrangères, et principalement de l'anglais pour la plupart des gens, pourront être enfin consacrées à améliorer nos connaissances dans d'autres domaines, à acquérir des compétences professionnelles approfondies. Les langues étrangères, et plus particulièrement l'anglais, pourront enfin être proposées à titre facultatif et ne constitueront plus une barrière à une quelconque formation technico-scientifique. Comme c'était le cas avant la colonisation linguistique et culturelle que nous subissons depuis 80 ans, la connaissance des langues étrangères sera l'apanage de ceux qui s'y intéressent vraiment, de ceux qui démontrent des compétences réelles pour leur apprentissage, de ceux qui, pour des raisons diverses, désirent découvrir des cultures différentes, de ceux qui désirent vivre et travailler dans d'autres pays que celui où ils sont nés. Tandis que les nations pourront enfin revivre au centre de leurs langues respectives et faire réémerger une créativité actuellement anesthésiée, les compétences des individus pourront enfin être pleinement réadaptées aux besoins des sociétés dans lesquelles ils vivent. Je voudrais faire encore une remarque sur la Russie. Suite à l'opération militaire spéciale lancée en février 2022, près de 10 000 sanctions ont été imposées à des personnes ayant la citoyenneté russe et plus de 3 400 à des sociétés et des industries russes. Aujourd'hui, il est clair que le bilan de ces sanctions est largement positif pour la Russie, qui développe à toute vitesse les secteurs industriels pour lesquels elle était autrefois encore dépendante de l'extérieur. Alors que l'économie russe devait s'écrouler en quelques semaines, elle est plus solide que jamais. Je précise que mon propos n'est pas politique. Je ne suis pas ici pour encenser la Russie ou pour la critiquer. Mais personne, jusqu'à présent, je dis bien personne, n'a pensé à mettre cet échec de l'Occident sur le compte de la méconnaissance contemporaine de la langue russe, qui donne accès, bien sûr, à la culture russe et aux caractéristiques des peuples russes. Lorsque j'étais au lycée, le russe était offert comme langue étrangère facultative et le nombre d'élèves étudiant le russe était loin d'être négligeable. Depuis la chute de l'Union soviétique, la langue russe n'est presque plus étudiée dans les pays occidentaux. Plus personne ne connaît le russe et, par conséquent, plus personne ne connaît la Russie. Ainsi, cela explique pourquoi les erreurs d'appréciation concernant la Russie ont été aussi colossales. Et c'est sur cette observation tout à fait objective que je conclus cette vidéo aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, rediffusez-la et partagez-la avec vos amis et collègues de travail. Avant toute chose, nous devons gagner la bataille des idées auprès des gens éveillés qui devront ensuite convaincre les décideurs qu'ils agissent actuellement contre leurs intérêts directs. Dans le but de nous asservir, des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue, afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment des sociétés francophones. Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut comprendre que les peuples francophones occidentaux sont sous occupation mentale et qu'il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions qu'ils n'ont pas créées et sur lesquelles ils n'ont presque plus d'influence. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.